n'a pas de pétrole et malheureusement on n'a pas d'idées non plus, mais il nous reste au moins une chose, les idées des autres. Et ainsi nous aurions beau jeu de piquer à la concurrence ces trucs pour buzzer, par exemple à Pierre-Emmanuel Barré qui il y a quelques jours comparait sur l'antenne de Radio Nova la police française à Daesh, s'octroyant une plainte du ministre de l'Intérieur, une belle séquence média bien pimentée et évidemment beaucoup de publicité gratos. Nous, bien sûr, à sortie de secours, on est moins directement politisé, on ne s'aventure pas sur des terrains aussi polémiques, ne serait-ce que déjà on n'a pas de quoi se payer un avocat. Et ensuite, parce que notre affaire, c'est la culture, à titre d'expérience. Je suis tout de même curieux de savoir ce qui se passerait si je comparais dès le début de cette émission Rachida Dati à Joseph Goebbels. On verra bien. Au pire, ça aura au moins pour effet de faire taire un petit peu les rumeurs qui veulent systématiquement faire de nous un podcast de conservateurs masculinistes. Non, nous aussi, on est de gauche, comme tout le monde. La preuve, on a un site de financement participatif sur lequel vous êtes invités à vous rendre grâce au lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez mettre une petite somme mensuelle. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel. On en a besoin pour continuer l'émission. Alors, hélas, au programme aujourd'hui, c'est une véritable Joe Rogan experience avec absolument tout ce qui passionne les droitards. La MMA avec The Smashing Machine de Benny Safdie, le totalitarisme stalinien avec deux procureurs de Sergueï Loznica et l'Algérie française avec l'étranger de François Ozon. Que voulez-vous? C'est pas de notre faute, c'est le monde qui est réac. C'est pour ça que je suis aujourd'hui accompagné de mes deux miliciens préférés. Yal Sadat, bonjour. Bonjour. Jérôme Momsilovic, bonjour. Et d'une nouvelle invitée, dont j'ignore la couleur politique, mais on jouera à essayer de deviner à la fin de l'émission. On fera un tour de table. Laura Courty, bienvenue. Merci de m'avoir Tu invité. écris dans la revue Musique Journal, qui, comme son nom l'indique, traite de peinture. Non, bien sûr, de musique, ce qui ne fragilise aucunement ton expertise, puisque tu écris aussi sur le cinéma et que tu es par ailleurs à la Fémis. Donc peut-être que dans quelques années, tu auras un film à la quinzaine avec une BO électropop et une scène de boîte. Et ici on en dira. Eh bien, on verra. Beaucoup de On va mails. pas tout de suite commencer à se battre. On va laisser ça à d'autres qui savent mieux le faire. Vous aurez reconnu le thème d'entrée de John Cena sur le ring si vous êtes un aficionado de la WWE ou tout simplement comme moi, quelqu'un de curieux de toutes sortes de choses. Alors j'allais introduire en disant qu'il n'y aurait peut-être pas de John Cena s'il n'y avait eu Mark Kerr, et en fait c'est n'importe quoi puisqu'il y en a un qui fait du catch et l'autre du combat libre, pardon. Et cet autre c'est donc un précurseur du sport de combat dérégulé qui a depuis conquis la planète sous l'appellation MMA et qui n'était en son temps, la fin des années 90, qu'un spectacle de gladiateurs de seconde zone. Premier film solo de Benny Safdie qui se sépare donc, en tout cas pour l'instant, de son frère Josh, lui-même affairé à un autre biopic sportif, hasard amusant. The Smashing Machine est produit par A24. Il a été chaleureusement présenté à Venise où il a même obtenu un lion d'argent du meilleur réalisateur. Il s'est ensuite complètement vautré en salle, 30 millions de déficit, et il marque les débuts dans le panier de crabe du cinéma d'auteur indépendant, toute proportion gardée avec A24, de The Rock, alias Dwayne Johnson. Alors Jérôme, on sait ce que c'était un film des frères Safdie, je sais que toi tu aimais beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est un film d'un Safdie tout seul? Eh ben ça, c'est hyper intéressant justement parce que, alors, si on devait résumer, je pense qu'on pourrait dire que tous leurs films jusque-là, leurs films à deux, étaient des films qui fonctionnaient sur le même registre, c'est-à-dire une sorte de ligne droite avec une énergie, un seul type d'énergie pendant tout le film. Donc un type qui court sans s'arrêter dans Good Time, qui est un film magnifique. Idem dans Lenny and the Kids. Bon, je vais pas tous les faire. Et là, en voyant ce film de Benny et en pensant à la série de Nathan Fielder, de Curse, Ouais. à laquelle il avait largement participé, je me suis dit un truc, c'est que il semblerait que vraiment tout ce qui était du ressort de l'électricité, de l'énergie pure, était du côté de Josh. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et ce qui est du côté de l'intelligence, c'est pas pour dire que l'autre est crétin, mais de l'intelligence et de la sensibilité serait chez lui. Josh qui avait réalisé quand même le premier film qu'on se considère dès Safdie était en fait réalisé par Josh tout seul, The Pleasure of Being Robbed, mais qui est un petit peu à Oui, part. mais ils Ouais. étaient. Bon, c'était Oui, déjà oui, un peu. ouais. Voilà, un travail commun, Oui. quoi. Vous n'avez pas tous les deux un film aux Oscars en même temps. Ouais. Exactement. Et il y a un truc qui m'a frappé là, entre autres choses. Alors, j'aime beaucoup le film, vraiment. Je trouve que c'est un très beau film. Un peu retors, compliqué à expliquer. Et en fait, le premier truc qui m'a frappé, c'est que The Rock, donc Dwayne Johnson, que je trouve génial dans le film. Moi, j'ai eu très peur tout de suite en voyant à quel point il avait été maquillé, c'est-à-dire qu'il est littéralement méconnaissable, même si évidemment c'est un molosse, voilà, on le reconnaît par sa stature, mais il est vraiment méconnaissable. Et au début, je me suis dit, merde, c'est tout ce qu'on n'aime pas. C'est le masque, c'est le musée Grévin, c'est machin. En fait, je trouve que ça produit un truc génial, c'est que précisément à partir de là, il peut jouer. Parce qu'on l'oublie. Alors, on l'oublie pendant un temps. Et c'est un vrai personnage, très émouvant. Et il y a une sorte de deuxième couche à cette idée-là que je trouve géniale. C'est qu'au fond, ce qui est vraiment le sujet du film, c'est quelque chose qui nous ramène The Rock. C'est-à-dire The Rock, Dwayne Johnson, quand on le voit, pour ceux qui l'ont vu déjà, faire des interviews, dans des mèmes, des trucs comme ça, c'est vraiment la civilité américaine incarnée. C'est-à-dire, c'est le mec qui joue tout le temps
la douceur, la tempérance, le calme absolu, vraiment le truc zen, voilà. Et on sait bien évidemment qu'à ce point-là, à ce point caricatural-là d'américanité, on sait très bien que derrière, et d'ailleurs on le sait de plus en plus, c'est qu'il paraît que sur les plateaux il est insupportable, que c'est un mec pas très sympa, et voilà. Et ça, c'est vraiment au cœur du film. Et il y a un truc qui est vachement beau, je trouve, dans le film, c'est que on a l'impression que ça va parler de ce dont parlent tous les films avec des boxeurs ou avec des catcheurs, ou voilà, c'est-à-dire la question de la win ou de la lose. Bon, Rocky, éloge de la win, très beau film. Raging Bull, pas non plus éloge de la lose, mais enfin, qu'est-ce qui, voilà, quand on y arrive, quand on n'arrive pas à gagner alors qu'on devait gagner, quoi. Et là, ça a l'air d'être l'enjeu. En fait, c'est pas tant que ça l'enjeu. Même si à la fin il y a un truc très beau là-dessus, mais qu'on va pas forcément révéler, c'est que vraiment tout le film est sur cette idée de la contenance américaine. Et c'est pour ça que je pense à The Curse, parce que The Curse c'était vraiment un document sur la sociabilité américaine, sur la gestion américaine des émotions, et donc sur ce truc fake absolu en surface de la sociabilité américaine. Et là c'est pareil. Et on le voit surtout, pas tellement dans les scènes de combat, mais dans les scènes de couple, parce que c'est aussi un très beau film sur le couple. C'est-à-dire qu'il passe son temps avec sa copine, qui a un peu du mal à avoir de la place dans sa vie très médiatique, etc. Qui est joué par Emily Blunt. Par Emily Blunt, qui est super aussi, qui elle-même est très maquillée, voilà. C'est qu'en fait, il passe son temps à essayer de se contenir d'une manière là aussi très très artificielle, c'est-à-dire en essayant à chaque fois d'exposer, non mais tu vois là t'as voulu bien faire, mais t'as pas mis le bon lait de soja dans mon blender, et donc voilà voilà voilà. Et puis évidemment petit à petit on comprend que ça couve, ça couve, ça couve. Et c'est pas non plus la logique là aussi un peu traditionnelle de ces films-là de rétention dans un premier temps, mais qui prépare et qui promet l'explosion, parce que ça explose jamais vraiment. Donc là aussi, c'est là où ça rappelle quand même les films qu'ils faisaient tous les deux, on est quand même sur la même vitesse pendant tout le film, mais qui est une vitesse étrange, parce que finalement, ils foncent, mais ils défoncent pas grand-chose, et c'est un peu fluctuant comme ça. Et il y a ce truc vraiment très beau en fait, on voit la souffrance totale de ce que c'est qu'un mec dont les émotions doivent être contenues tout le temps, jusqu'à l'absurde, et qui essaie de contenir ses émotions tout le temps, avec cette espèce de parallèle qui est que sur un ring, en fait, si on les contient pas complètement, on peut tuer l'autre, parce que ça, c'est un truc qui est vraiment dans le film. Et puis, dans un couple, en fait, on bousille le couple, en fait. Et d'ailleurs, sur la rythmique un peu particulière du film, il y a un truc qu'il faut préciser, qui n'a pas beaucoup été précisé, j'ai l'impression. C'est que je le soupçonne d'être une espèce de documentaire suédé, en fait. Parce qu'il y a un film qui existe Ouais, sur je l'ai pas vu. Marker, qui s'appelait déjà Smashing Machine, qui est réalisé par John Yams. John Yams, qui est réalisateur de beaucoup de films de la franchise Universal Soldier. Je le Ah, mais hasardé oui, un peu John les Iams, temps. oui, bien sûr. Et Et, un film avec Sean Connery, alors je sais plus lequel. ouais, Ah non, c'était Peter Iams. On s'en fout complètement. Et en fait, j'ai essayé de le voir un petit peu. J'ai pu en voir que 5 minutes, mais les 5 minutes que j'ai vues étaient en commun avec le film. Et en fait, je pense que ça doit être une bonne partie du film. Et en fait, on sent dans l'espèce de relâchement dramatique de pas mal de scènes qu'on est en train de coller à un documentaire, un peu de la manière dont, bizarrement, beaucoup de films français récemment ont remaké des documentaires de Moscou Bouko, Roubaix une lumière de Desplechin, le dernier film de Tom Gijol aussi, et d'essayer comme ça de rejouer avec les mêmes intonations de voix et les mêmes angles de caméra, limite, un film documentaire, mais avec un acteur milliardaire au milieu. Alors ça produit Et à un la truc fois, un petit peu étrange. il Dans le règle un film. peu, alors je l'ai pas vu, mais tu as peut-être raison, mais il me semble qu'il règle un peu cette tentation et ce risque-là d'emblée en reproduisant un faux document vraiment VHS ou Betacam des années 90, télé un peu dégueu, etc. Et ça, j'aime bien aussi, c'est que dès le début, tu te dis, justement, c'est un peu comme le truc du masque, c'est-à-dire, au départ, il part vraiment à fond les ballons sur le côté reconstitution, truc vintage, et le masque et le machin. Et puis, en fait, c'est tellement énorme tout de suite que ça se déballonne, et puis on peut rentrer dans une histoire. C'est l'impression que ça m'a fait. Ce qui n'empêche pas, mais... Laura, quel est ton sentiment sur... Ben, moi, je trouve beau ce que tu racontes sur l'aspect très, comment dire, articulé un peu du personnage. Mais moi, je ne sens pas que ça couvre quelque chose, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas très bien ce rapport à la parole, qui est à la fois très, très sûr de lui, et en fait, il est très conscient sur ce qu'il vient chercher dans le sport. Et le rapport à la défense, qui raconte très précisément, en fait, lui, c'est ça qui l'intéresse. Mais quand on voit les scènes de combat, en fait, on voit pas ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu un écart entre ce que projette le personnage sur sa pratique et sur ce qu'on voit de la pratique. Et du coup, je sais pas si on est dans sa projection ou si on est avec lui. En fait, je sais pas ce que c'est le point de vue du film vis-à-vis de son personnage. Parce qu'il embrasse un peu
ses souffrances, ses douleurs, mais garde une espèce de distance qui est peut-être la distance documentaire, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, du coup, il tranche pas vraiment. Pour moi, c'est la fin qui tranche. Et elle tranche de manière un peu morale, justement. C'est-à-dire, j'ai pas trop envie de le raconter parce que on serait bien que les gens aillent voir ce film, et puis c'est un peu dommage de le dire, mais il y a quand même un truc sur la question de la win ou de la lose et machin. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'ils sont deux, en fait. Oui, bien C'est sûr. que ça, c'est hyper beau quand même par rapport à l'idée de la fratrie Safdie. C'est que ils font chacun de leur côté, Josh et Benny, un film sur la compétition sportive. Et à l'intérieur de ce film de Benny, il y a un truc sur deux amis, mais qui ont un rapport vraiment très fraternel et qui vont se retrouver en concurrence dans une compétition de MMA, justement. Ouais. Mais on la Et voit pas trop, cette concurrence, je trouve. C'est-à-dire alors, qu'il y a un lien indéfectible entre les deux. est-ce que tu vois, sans, pardon, te couper, mais Ouais. sans révéler à nos millions d'auditeurs ce qui se joue à la fin, mais Milliards. qu'il y a quand même une sorte d'apprentissage et il y a un Oui. truc qui s'inverse Oui. et qui est vachement beau et qui nous dit pas juste non, la win, c'est pas grave, ce qui est important, c'est l'humanité. On pourrait croire que c'est ça. Mais je trouve qu'il y a un truc très étonnant sur, en gros, il y en a un qui pleure et un qui rit et c'est Ouais. pas dans le sens où on attendait ça, quoi. Voilà. Mais l'apprentissage du personnage, je sais pas d'où il part en fait. C'est aussi un peu ça qui me pose problème. Mais je trouve que c'est un très beau personnage. Pour le coup, son ami. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un sosie de Christian Califano pour nos auditeurs de l'Ovalie. Mais je saurais pas. On en a beaucoup. Hein, Alors dans ça nous ce- intéresse aussi. C'est qui est-ce Un rugbyman, Un j'imagine, ou rugbyman un qui fabricant est de cassoulet? c'est vraiment son sosie, voilà, et qui avait Ok. la gueule complètement cassée comme lui, etc. Bon, voilà. Bon, ce sera pour une Mais autre c'est un beau émission. personnage, t'as raison. Ouais. Non, mais Yael. c'est vrai que The Rock, oui, c'est ce qui me fait aimer le film, c'est The Rock. Après, j'ai des réserves, je vais y venir, mais j'avais peur de plusieurs trucs, notamment le truc des masques, qui est à la fois le gimmick, c'est-à-dire dès lors qu'on a un personnage comme ça, on a envie qu'il soit monstrueux, comme Jake LaMotta dans Raging Bull. Voilà, j'ai pensé Ouais, à mais le truc intéressant, c'est qu'il l'est déjà, Dwayne Johnson. C'est déjà il un est monstre. déjà. Et justement, alors, j'avais peur de plusieurs choses. Aussi du côté The Wrestler, parce qu'on voit de la façon dont elle est transformée, elle est presque déguisée en Marisa Tomei Oui, c'est vrai. dans The Wrestler. Il y a quelque chose d'assez étrange de la transformer comme ça. Et non, j'avais aussi peur du côté de Chao Pantin de The Rock, c'est-à-dire, pour le dire de Ah manière. oui. C'est-à-dire, The Rock est devenu un personnage qui est depuis longtemps n'est plus vraiment un lutteur. Enfin, à la fois, il le reste éternellement, Mais un mais en même pompiste. temps, c'est presque un acteur comique. Enfin, je veux dire, c'est un personnage. Ça restera le personnage avec ses doigts, vous savez, dans Southland Tales, qui est devenu Ah oui, c'est vrai grotesque. qu'il était super là-dedans. Et j'avais peur qu'il y ait quelque chose de surtragique. Voilà, et je trouve que sur ce que tu dis sur la rétention, il est sublime, il est vraiment magnifique. Quand il est dans cette espèce de façon de parler, effectivement, cette diction ou comme ça, underplayed, on a peur, mais on n'a pas tant peur qu'il explose de violence contre elle, ce qui va quand même faire à quelques moments quelques portes cassées. Contrairement au film de Scorsese, là on a peur pour lui. Et c'est très beau, et en même temps, c'est un peu le problème que j'ai avec le Safdie, enfin les Safdie, mais là le Safdie aussi, puisqu'il est tout seul. C'est que moi, j'ai jamais été un grand fan de leurs films, je les aime, mais je les oublie. Et en général, j'ai ce problème avec le fait qu'ils sont là comme des soignants, c'est-à-dire qu'ils font des films pansements, où il y a toujours l'idée de traiter le personnage, quels que soient ses tares et ses torts, surtout, que c'est des personnages qui ne sont pas du tout irréprochables, mais ils sont traités en petit oiseau blessé, bien souvent. Et la fin de Good Time, par exemple, elle est très parlante à ce niveau-là. C'est très juste ce que tu dis, parce que soudain, je réalise que dans à peu près tous leurs films, non seulement il y a des types cabossés, mais il y a toujours des pansements, il y a des bandages, il y a des. C'est vrai que c'est frappant. Ouais. Le frère, c'était Josh, non, c'était lequel? C'est Benny qui était Ah bah, bien sûr, ouais. dans Good Time, qui était plein de. Oui, puis le Non, non, personnage alors, secondaire sauf sublime que du type qui tombe tout le temps. Et Il le confondait. Dans Good Time, justement, il Oui, le oui, oui. confondait. Et Oui, c'était oui, c'est ça. Buddy Duress, qui Buddy était leur Duress. acteur qui est mort depuis. Mais quand vous pensez aussi même au précédent film, à Uncut Games, il y a toujours cette idée comme ça du personnage qui est absous parce qu'il est fragile et qu'il faut le cajoler. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, le film est trop cajolant avec The Rock que, bon... Mais il est moins cajolant avec The Rock que réflexif sur les cajoleries de The Rock. Ouais, Parce que je suis pour moi, d'accord c'est avec vraiment, c'est vraiment, il y a un truc qui se passe dès le début. Alors, on sait que c'est toujours un peu le sujet quand on filme des colosses de nous montrer qu'en fait ils ont un petit cœur tout doux et que c'est des c'est petits ça. monstres. Mais ça, c'est Sauf réglé que tout de suite, en c'est fait, on le déjà voit vu. tout de suite. Voilà, exactement. En fait, là, c'est une donnée. Voilà, C'est c'est comme, pas- comme on dit- n'est pas en train d'aller conquérir ça. C'est ça, mais alors, pour en dire quoi? C'est comme dit Laura, Eh on ben- se demande quelle eh est ben, la si tu me distance. laisses terminer, je vais te le mais moi je voulais terminer d'abord. Allez, combat. Je termine pour tout le monde, ouais. MMA. Ouais. Non, pour dire qu'effectivement, quand tu disais que c'est un film documentaire, enfin qui ressemble à un documentaire suédois, je trouve qu'effectivement le film est jamais
ne transcende jamais le réel, c'est-à-dire que c'est un film qui est exemplairement à la hauteur de son sujet, mais à la hauteur, c'est aussi un mauvais côté, c'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus, mais pas au-dessus, je veux pas qu'il surplombe son sujet, mais qu'il le transcende, et ça n'arrive jamais parce qu'il n'y a pas cet élément, on est d'accord que les combats, c'est pas comme chez Scorsese, c'est pas un enjeu de spectacle. On les voit C'est- peu d'ailleurs. On les voit assez peu, et alors du coup, Bah, en qu'est-ce fait, qui... d'ailleurs, ils me sortent de. Je les oublie. Pour le Où coup, est- toi, tu oublies les films des où est la Farhadi, moi, blessure j'oublie les combats. Non. Où est la chute qui rend le film plus intéressant, quoi. Voilà. Alors, donc moi, je trouve que justement sur cette, pour continuer rapidement juste sur cette douceur, la douceur du personnage, elle est donnée dès le début. Elle répond à la douceur de The Rock, qui est une tarte à la crème promotionnelle, qui est un truc marketing un peu. Enfin voilà. Et justement, le film l'incarne un peu différemment du The Rock qui adore sa maman dans les interviews dans les late shows. Donc ça prend corps. Mais sauf que cette douceur-là devient une espèce d'exercice d'étude morale, c'est-à-dire que comment on fait pour vivre en étant. Moi, j'adore la scène où il est dans la salle d'attente au début du film avec une petite mamie qui l'interroge, et alors vous faites un sport très violent, j'en ai entendu parler à la télé, c'est le truc qu'ils veulent rendre illégal. Il sait qu'elle aime pas son sport, mais il la rassure un petit peu. Elle lui dit alors est-ce que vous détestez? Il dit non, pas du tout. Et ensuite elle a un petit-fils qui est là et qui vient lui demander un autographe, et donc il lui signe son autographe. Pendant qu'il signe son autographe, il lui dit no fighting. Ça me bouleverse. Oui, il fait et ça. puis ça, c'est une scène. Et ça, c'est The Rock, c'est les mêmes dont on Voilà. parlait et tout ça. Et ensuite, avant il va à son rendez-vous médical et il la remercie du temps qu'il a passé avec elle. Et c'est vraiment presque une phénoménologie de la politesse et de à quel point ça peut être bien de vivre comme ça, mais c'est une mise à l'épreuve de cette douceur face à la conflictualité de la vie, que ce soit la conflictualité dans son couple ou la conflictualité ritualisée sur le ring. Et c'est très beau. Et effectivement, sur le ring, on ne le voit jamais s'énerver. On le voit, enfin, il est dans une espèce de position de stress, mais Et puis on le voit pas parce qu'il est en boule aussi. Enfin, il y a un peu Ouais. un truc où on Oui. voit quasiment jamais son visage. Et je trouve que sur la politesse, moi, l'endroit où j'aurais aimé que le film aille, c'est sur le côté manipulateur du mec Kameh, en fait. Parce que cette scène, juste après la salle d'attente, en fait, il y a un peu un truc où il va essayer de soudoyer, parce que c'est ça, l'envers de la politesse et de la gentillesse, c'est aussi pour mettre les personnes dans sa poche. Et je pense que Tout à fait. le film Oui, c'est pour embrasse obtenir pas Justement, le assez, film le montre quand même. mais pas assez, je trouve. Le film le montre un peu Et comme par exemple, comme un sale type aussi. quand même. J'aurais aimé voir la désintox, en fait. Ça, c'est évacué en 15 secondes. On nous dit qu'il est allé en désintox, qu'il en revient, mais Mais Et pour le ça coup, moi, il me nuit- semble ça que le nuit à film. la scène de suicide, enfin Ouais. de crise Ouais. d'Emily Blunt, où en fait Ouais, je suis le d'accord. problème, c'est que justement il doit mettre des couches de musique derrière, donc Springsteen, pour que ça fasse le lien. C'est assez beau comme idée. Belle chanson. Mais le problème, c'est que il lui donne presque le mauvais rôle, Ouais, c'est-à-dire de complètement. ah bah elle fait chier, elle veut se suicider. Non mais Ouais, attends, ouais, ouais. Et parce que lui il est absous. Et puis l'image qui viendra le hanter pendant le combat final, je trouve ça dommage, en fait, qu'il y ait cette espèce de petit montage de plans qu'on a vu 15 minutes avant. Ça, c'est vrai. Ouais. Pardon. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que en fait, la chose dont le film a besoin avec cette idée de cure de désintox et ce dont il se sert, c'est le révélateur de l'égocentrisme du personnage et de l'égocentrisme qu'il masque d'habitude par son extrême civilité, son extrême politesse. Parce que ce qui se révèle petit à petit, et c'est ce qu'elle lui dit elle, et là ça marche bien avec le personnage de sa copine, c'est que en fait, il se cache derrière le fait que c'est une victime de son addiction, de machin, et que donc il faut faire attention à lui et il faut pas prendre des antalgiques devant lui, etc. Et puis au bout d'un moment, elle finit par lui faire remarquer, mais en fait, il y en a que pour toi. C'est-à-dire que j'ai le droit de vivre aussi devant toi, etc. Et donc, je pense qu'en fait, c'est ça dont le film a besoin dans l'idée de la cure de désintox. Ouais, je comprends. Oui, mais non, pardon. Non. Mais Non, mais oui, effectivement, Phénoménologie de la politesse. absolument, voilà. Je suis ravi qu'on ait eu cet échange. Voilà. Moi aussi. No moi aussi. fighting. Non, mais effectivement, le film est l'étude d'un rapport de force permanent qui passe par la douceur et par une forme de manipulation là-dedans. Et moi, je voudrais revenir aussi rapidement sur cet élément du documentaire sur lequel je parlais un petit peu au début, parce que le film aussi communique beaucoup avec un autre film qui est peut-être le moins connu des frères Savy, mais qui est pas loin d'être le plus beau, ce qui est généralement très snob de dire ça.
mais quand J'allais même dire. un petit peu vrai, qui est Lenny Cook, leur documentaire sur un basketteur. Je sais pas si des gens dans cette salle l'ont Non, vu. on Moi, je vous n'a pas remercie de ton- préparer l'émission, c'est super. Une érudition. Et qui était le film qu'ils avaient fait en récupérant d'abord les rushs d'un documentaire inachevé sur un basketteur qui était un grand espoir de la NBA et qui en fait n'avait pas été drafté, et donc du coup dont la carrière s'était arrêtée net à 20 ans alors qu'une équipe de tournage l'avait filmé à cette époque-là. Et puis en fait comme derrière sa carrière s'est un peu instantanément éteinte, là où tous ses camarades sont devenus LeBron James et Stephen Curry et compagnie. Paris. Et compagnie, ouais. Alors en l'occurrence lui plutôt était Bientôt l'heure de l'apéro, Théo, en l'occurrence, lui est plutôt devenu Campari, parce qu'effectivement, du coup, les frères Safdie l'ont retrouvé des années après, et donc ont repris le documentaire, alors que c'était juste devenu une espèce de mec un petit peu paumé dans sa campagne, un peu comme ce qu'on voit à la fin de C'est Smashing vraiment bien. Machine, quand on voit Marker sur son supermarché, ce qui est à la fois hyper émouvant, et en même temps, il a l'air complètement fou, il grommelle Ah tout oui. seul. Et ils refont un peu ça, et donc mine de rien ça montre aussi à quel point sur les Safdie on l'a peut-être un peu moins dit depuis qu'ils ont explosé avec Good Time et Uncut James, parce que c'était moins présent dans ces films-là, mais c'est vraiment des geeks qui courent après une image documentaire des années 90 et 2000, une texture télévisuelle de cette époque-là. C'est vraiment central chez eux. Ils ont produit l'année dernière aussi une série documentaire qui s'appelle Telemarketers, qui est hyper bien et pareil, il y avait aussi un élément de fan footage début années 2000. Enfin, ils veulent vraiment retrouver en fait une Madeleine de Proust, une vibration d'enfance, voilà, et il passe par ça. Et ce qui est d'ailleurs très beau dans le film, c'est à quel point cet amour il est absolument frontal et assumé. Enfin, moi, encore une fois, je reviens sur cette fin, mais juste qui est écrit comme ça à l'écran: His name is Mark Kerr. Et parce que dans l'émission précédente, on parlait de Linklater et de son geekisme avec les personnages de la nouvelle vague. Et voilà, mais c'est un peu la même chose. J'ai envie que son nom soit écrit, j'ai envie qu'on le retienne. Cette manière comme ça, cette espèce d'enluminure de son amour pour une icône de jeunesse, etc., c'est quand même assez bouleversant, je trouve. Je veux juste revenir sur un truc très rapidement. Et à partir de la scène que tu évoquais dans la salle d'attente, qui m'émeut beaucoup aussi. Mhm. Je pense qu'elle n'est pas émouvante simplement parce qu'elle raconte, parce que ça, finalement, c'est un peu un cliché aussi. Parce que dès qu'on voit un gamin, on se doute bien qu'il ne va pas lui dire vas-y, va défoncer tes petits camarades, la vie, c'est la violence. Bon. En fait, Oui, elle marche. Il pourrait rien lui dire. Oui, mais il n'y aura pas de scène, du coup. Ouais. Bon. Non, la scène marche remarquablement bien parce que la grand-mère est géniale, le gamin est bien aussi. Et là, on retrouve un truc, pour le coup, qu'il n'a pas perdu du duo de frangins et qui était déjà un des trucs les plus remarquables dans leur premier film. C'est ce génie des seconds rôles et des seconds rôles pêchés dans la rue. Alors, je ne sais pas s'il travaille toujours, et je m'en veux là parce que je ne savais pas que j'allais dire ça, donc je n'ai pas vérifié son nom, mais dans les deux premiers films, d'ailleurs, le premier, l'actrice principale s'appelait Éléonore. Peut-être tu te souviens, toi. Ouais, alors, laisse-moi Et en fait, c'était à l'époque la compagne de Josh Safdie, mais surtout, c'était on va dire, la directrice du casting sauvage, c'est même ça, si oui, c'était c'est à un vrai. autre niveau, Mm. de tous leurs premiers films. Et ça a toujours été admirable de ce point de vue-là, les Safdie. C'est un truc qui est quand même très très dur à faire. On a parlé à la fois du casting sauvage, le côté safari du cinéma français dans les banlieues, c'est un cauchemar. Et Là, Safari. pour le coup, ouais. Non, Incroyable. pas terrible. Il y a un truc de... Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on défend ça avec des arguments à con, genre de la vérité, l'humanité, mais enfin, quand même, vraiment. Et voilà, et vraiment, je trouve que la scène est belle pour ça, c'est-à-dire, moi, je trouve, on la voit venir, on sait ce qui va se passer à peu près, mais rien que le son, le rythme de cette grand-mère, qui est d'autant plus voyant ici, cette vérité, elle est d'autant plus notable qu'on est dans un truc beaucoup plus construit, beaucoup moins... Voilà, il y a Ouais. The Rock, il y a tout ça. 50 millions de budget. Et je trouve que c'est effectivement très émouvant, mais beaucoup donc pour 40 ça aussi. pour le quoi. salaire de The Rock. Enfin non, je crois pas, mais Je sais pas non plus. je sais pas non plus. Je crois qu'il a un petit peu réduit ses prérogatives. Bon, allez, on a assez parlé d'Amérique comme ça, donc maintenant vous allez recracher vos burgers et on va passer du côté des soviets. Je vous salue, Staline! On rêve! Je pense que Jérôme et Yal ont reconnu la musique, peut-être que Laura aussi, puisque c'est quand même censé être un Jean-Pax, pour spécialiste. toujours. Vous l'avez donc Non. Non. C'est Jean-Pax, c'est Jean-Pax, mes frères. Voilà. Ah, Yal, évidemment. déçu, quoi. Des vrais ça. Évidemment, Laura, j'ai vu dans tes chroniques qu'il est plus souvent question d'hyper-pop et d'électro-pointu que de variété française de droite, mais tu pourras découvrir Jean-Pax Meffrey. Deux procureurs est librement adapté d'une nouvelle de l'écrivain rescapé du goulag Georgi Demidov par un Sergueï Losnitsa qui revient à la fiction 8 ans après Donbass et après 2 documentaires sur l'invasion russe de son pays. Ce nouveau film présenté en sélection officielle à Cannes est d'ailleurs une parabole à peine voilée sur le nouveau
nouveau totalitarisme russe prenant la forme d'une quête a priori suicidaire de vérité et de justice menée en 1937 par un inspecteur des prisons décidé à donner suite à un appel à l'aide reçu d'un détenu en pleine purge stalinienne. Yal, on connaît ton américanophilie, mais nos auditeurs ignorent peut-être qu'il y a aussi en toi un amoureux des vieux manteaux grillés, de la potée de chou, à moins que tu ne sois qu'un ukrainophile de circonstance pour faire la nique aux soviétiques. Non, mais tu crois pas si bien dire. Bon, déjà, j'aime Rocky 4, donc j'aime oui. les deux bords. Voilà. C'est la morale de Rocky 4 d'ailleurs. Voilà, exactement. Tout le monde peut changer, Théo. Anybody can change. Même les communistes. Voilà. Non, mais écoute, C'est là, pas ce que dirait Jean Pact. Hein. ce film-là, c'est vrai que bon, c'est assez étrange parce qu'il n'a pas vraiment de mystère. C'est-à-dire que si on sépare, comme à l'école, fond et forme, sur le fond, comme tu as dit, voilà, dénonciation du À fond la forme. voilà, totalitarisme soviétique comparé au présent poutinien, il n'y a pas vraiment de mystère. On se dit qu'est-ce qui va nous apprendre sur cette idéologie et ce système. D'autant qu'il l'avait déjà fait quand moi, il y avait Une femme douce, par exemple, une de ses fictions que j'aime beaucoup, mais à un moment donné, pour figurer l'emprise du régime, elle se retrouve, l'héroïne, d'une sorte de fantasme ou de rêve, elle se retrouve face aux démons de l'histoire soviétique, à un grand banquet comme ça. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Donc là, il essaye de faire autre chose, c'est-à-dire non pas nous dire ce que c'est, mais nous faire ressentir ce que c'est, en allant carrément presque dans la parodie que tu décris, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? C'est quand les gens sont communistes, ont des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair, comme OSS 117, la fameuse réplique d'OSS 117. Et c'est quasiment, non mais sans rire, il essaye d'aller presque vers cette caricature-là. D'ailleurs, le film a une dimension comique. Presque roumaine, on pourrait même dire. Eh ben, j'allais le dire, Ouais. j'y viens, tu vas voir. Pardon. Ça m'étonne pas que tu y aies pensé, toi qui es aussi amateur des Porumboiou et des gens comme ça. Enfin, je crois. Toujours est-il que il y a quand même cette dimension de comique, mais aussi presque chorégraphique, c'est-à-dire nous faire ressentir ce que c'est que l'emprise, ce que c'est que la vie sous ce régime-là. C'est une histoire de presque musicale et de chorégraphie. Il y a déjà une première chose qui est évidente, c'est la dimension carcérale, mais ça, c'est presque, je veux dire, ça pourrait être un cliché, puisqu'évidemment, c'est un personnage qui va donc de cellule en cellule, et même quand il est hors de la prison, la Russie ressemble à une prison. Il y a des cadres dans le cadre. Il y a une sorte il y a de pas manière. Il n'y a pas d'horizon. Il y a une manière de verrouiller le cadre, de surcomposer, donc de verrouiller non seulement la composition, mais aussi d'enfermer le spectateur dans les durées. Un peu comme là, vous êtes prisonnier de mon laïus. Il y a cette manière-là, on est vraiment emprisonné. Mais Staline. surtout, là, on a l'impression que la prison s'échappe vraiment sort de ses gonds et s'échappe dans le monde. Et d'ailleurs, c'est presque l'histoire de, à la fin, la prison rentre chez elle, puisqu'elle se balade comme ça, elle se déplace de bureau en bureau. Non, mais littéralement, je trouve que c'est une très belle idée. Alors après, ça raconte des choses concrètes, c'est-à-dire que c'est ça qui est beau aussi. C'est pas juste c'est pas dans le vent, c'est dire pourquoi est-ce qu'il y a cette durée qui dure, comme on dit. C'est parce que déjà on surveille ce qu'on dit stratégiquement, c'est-à-dire que même quelqu'un qui a le pouvoir, comme le procureur en chef, fait durer les silences parce que il répond stratégiquement à ceux qui ne le met pas en défaut, face au régime. Et puis aussi, c'est une manière de garder le pouvoir, c'est-à-dire de faire attendre. On est suspendu comme ça, comme le procureur et comme les détenus, à une décision de justice. Mais surtout, ça donne cette espèce de côté presque de glaciation mortifère qui, moi, m'évoque, encore une fois, une chorégraphie presque comme du Wes Anderson ralenti x 100. C'est-à-dire que, en fait, chez Wes Anderson, pareil, il y a des compositions. T'as le don pour vendre un film. Il y a des compositions qui se suivent. On avance de composition en composition à toute allure. Là, On dit la jazz accéléré. Là, c'est au ralenti. Là, c'est au ralenti et on a cette espèce d'effet on voit, comme chez Wes Anderson d'ailleurs, que les personnages deviennent des poupées qui sont mortes à l'intérieur. Et on a presque envie, vous savez, de leur faire, quand il y a une réplique qui est donnée, l'autre ne répond pas, on a envie de faire poke. Est-ce qu'il est encore, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il meurt, donc ça. Oui, puis il y a même effectivement, il y a ce truc un peu de pantin désarticulé avec la scène dans l'escalier où elle fait tomber Absolument. Elle fait tomber ses papiers où et tout le monde s'arrête d'un coup. Qui est très chorégraphié et qui nous renvoie
en effet au cinéma roumain, dans toute sa dimension comique. Moi, j'adore les films de Porumboiu pour ça. Et d'ailleurs, Loznica a une histoire assez marrante là-dessus, c'est qu'il dit mon chef une histoire étalon. drôle de Loznica. Il y a l'histoire roumaine. Non, mais pas marrante, c'est pas, vous n'allez pas exploser de rire, Je sens mais que ça va être un peu. Alors, c'est un Roumain. son chef étalonneur est roumain, il fait la post-prod de ses films en Roumanie, et quand il travaille sur le film, il n'a pas les sous-titres, donc il ne comprend rien, il parle pas russe, il ne comprend rien, mais il dit je comprends tout, et je comprends l'humour du film, parce que c'est la même prostration. Voilà. Ah, c'est intéressant. On se marre avec Sergueï. Laura, tu as aimé le film, je crois. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu racontes. Il y a un peu, enfin moi, ce qui m'a frappé, c'est que habituellement, quand je regarde des films de ce genre sur la bureaucratie, en fait, on n'y comprend rien, alors que là, on comprend vraiment tout. Enfin, il y a comment dire, une attention et un devoir un peu de limpidité pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce qui se passe et pour que le film du coup puisse aller ailleurs et notre attention puisse se porter ailleurs que sur ce qui est en train de se jouer, parce que ça, c'est déjà donné. Et du coup, ça nous met dans une espèce d'attention quand même à l'espace qui, pour le coup, nous fait sortir de la prison, je trouve. Parce que, en fait, il y a une attention aux matières, aux objets, qui fait que, en fait, à ce moment-là, le film ne nous enferme pas, en fait, paradoxalement. Et peut nous faire, je sais pas, sortir aussi un petit peu. Donc ça, moi, ça me plaît parce que le film nous fait gagner aussi un peu en liberté, malgré l'espace dans lequel Paradoxalement, il c'est nous vrai. plonge. Mais la démonstration reste quand même très conforme à l'idée que je me faisais de l'appareil d'État. Enfin, il y a un peu un truc où du coup, je me pose un petit peu la question du personnage comme pure abstraction, et qui m'a l'air d'être là juste pour émuler quelque chose de l'idée de la justice, quoi. Parce que comme c'est un type qui est très jeune, qui sort de l'école d'avocat et qui, comme ça, serait une espèce d'idéaliste, on ne sait pas s'il est juste idéaliste ou en fait s'il est juste procédurier, mais du coup, on ne sait pas ce que c'est la procédure dans un État dictatorial, quoi. Il y a un peu un truc où, en fait, il est juste là pour émuler quelque chose de qu'est-ce que serait la justice dans un endroit où la vérité et la justice a disparu. Oui, c'est une idée. Donc c'est intéressant, mais ça a aussi ses limites. Mais là où le personnage, pour le coup, je le trouve intéressant, c'est dans son défaut d'endormissement permanent, à des moments un peu charnières. Et il y a une scène que je trouve assez belle dans le train à Moscou, où en fait il y a un type face à lui qui lui raconte une histoire très très longue, qui pour le coup est un peu, effectivement, on n'arrive pas trop à raccorder par le Lénine et tout ça machin, et en fait il menace de s'endormir le type, et il arrête pas de le taper avec sa jambe de bois, et il s'endort quand même. Enfin, moi je trouve que le film a un intérêt un peu à cet endroit dans le... Ouais, il parce faut que c'est rester assez éveillé, rare. quoi. Je suis Et d'accord. est-ce que c'est en plus c'est un geste un peu anti-cinématographique? Enfin, j'ai l'impression que c'est assez rare les personnages qui s'endorment tout le temps parce que ça casse un petit peu. Enfin, un peu tout ce que j'ai en tête, c'est Narco de Gilles Lelouch. Mais mais parce que ça casse la machine de récit en fait. Après, c'est un personnage burlesque. Moi, c'est un peu mon problème avec le film, c'est-à-dire que le burlesque, ça me fout toujours un petit peu je trouve ça un peu ringue, quoi. Enfin, ça peut ne pas l'être. Le burlesque à plat comme ça, un peu. Ouais, c'est-à-dire vraiment l'exercice tati. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. et ça me fait rentrer en fait dans des rapports un peu théoriques au film parce que de fait, ça me fait pas rire. Mais c'est ce qu'il disait Et avec donc, Wes je sais Anderson. pas, hein, et donc, c'est je ça, sais hein. pas dans quelle mesure le film est censé survivre au fait de ne pas être drôle. Mais juste, en fait, pardon, du Non, coup, non, c'est... j'ai fini. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que je trouve que vos arguments à tous les deux sont remarquablement justes. Et il y a un truc important que vous dites pas quand même, c'est la chiantise absolue. non, mais la chiantise de l'expérience quand même, parce que, en fait, moi j'aime on pourrait dire qu'il y a trois parties. Enfin, on pourrait dire, le film est vraiment scindé en trois. La première, moi j'étais hyper impressionné. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. J'avais préparé de dire, ça fait longtemps que j'avais pas vu une fiction de Lostnitsa. En fait, tu m'apprends, j'avais pas fait gaffe, n'allant plus à Cannes depuis quelques années, qu'il y en avait plus en fait et qui s'était remis au documentaire. J'avais un souvenir de ces autres films que j'avais vus à Cannes, à chaque fois d'être très impressionné par l'intelligence absolument évidente du type tout de suite, et une intelligence de cinéaste. C'est un cinéaste, c'est un type qui sait mettre en scène, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en même temps, un truc chez lui il marche toujours sur une crête où de l'autre côté, il y a la tentation quand même d'un truc un peu monumental, d'un truc un peu terroriste avec le spectateur, d'un truc un peu d'endurance comme ça qui, moi, m'a toujours emmerdé. Et là, la première partie, je la trouve super, la partie en prison. Pour le coup, c'est celle qui est la plus... vous parliez tout à l'heure des cadres, il n'y a que des obliques, des machins. Et je me suis dit un truc assez vite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on a souvent le même réflexe que j'ai eu de se dire, tiens, ça c'est bressonien. Voilà.
Et je me disais, en même temps, on l'a souvent pour de mauvaises raisons, ce réflexe, c'est qu'on se dit, bah tiens, voilà, c'est épuré, il n'y a pas grand-chose, il y a du sens comme ça dans le moindre truc. C'est un peu chiant. Ouais, voilà, exactement. Et donc, en fait, on a le mauvais réflexe de voir du bressonisme là où il y a eu une forme de minimalisme un peu pingre. Et en fait, ce que je me suis dit, et là où il a vraiment un truc bressonien, entre guillemets, c'est pas le même ton, mais dans l'économie, disons, des plans et de son montage, c'est que je me suis dit, c'est vraiment un type qui ne monte le plan suivant que quand il a tiré tout ce qu'il pouvait tirer du plan qu'il est en train de monter. C'est-à-dire, quand je dis tout tirer, c'est-à-dire tout le sens possible. C'est exactement comme quand Bresson dit, on est au champ de course dans Pickpocket, et puis il dit, bah non, il n'y a pas besoin du contre-champ sur le champ de course parce qu'il suffit de mettre le son. Voilà. C'est cette économie-là, c'est-à-dire un truc qui est l'inverse d'une pingrerie, je sais pas si ça se dit, enfin d'une radinerie, mais qui est au contraire une espèce enfin, c'est très très riche, quoi. C'est-à-dire vraiment essayer de tirer toute la richesse possible d'un plan et d'une idée de mise en scène. Bon. Donc la première partie, elle m'intéresse vachement. Je m'emmerde, mais elle m'intéresse. La deuxième partie, alors tu vas me dire, c'est parce que tu les connais mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'il fait le remake de ce qui était déjà la deuxième partie d'un de ses films, où il y avait un long voyage comme ça, et une sorte de long ruban de parole. C'est ça, c'est My Joy. Et là, ça m'intéresse, mais je commence à me dire, ok, je vois un peu trop les coutures de ce qu'il veut faire, et voilà, c'est intéressant. Bon. Là, je m'emmerde, je commence, vraiment. Et la troisième partie, j'ai envie de crever, je te dis franchement, parce que la troisième, pour le coup, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ce personnage, c'est quand même un peu trop une fonction. Je trouve que l'acteur qui a une gueule géniale, parce qu'un type qui a un nez cassé de boxeur, ça donne toujours une gueule géniale. Qui est un acteur russe en exil, parce que il est un acteur russe populaire qui a quitté le pays suite aux purges staliniennes de 2025. Voilà. Enfin, de 2020. Merci pour cette information. Voilà. Et ben, il a une super tête, mais en fait, je le trouve pas remarquablement bon acteur, et en même temps, c'est lié aussi au peu que lui demande le Stinza, je pense. Mais il y a un moment où, voilà, je me dis typiquement. Là, c'est Tintin, quoi. Enfin, c'est Quinquin. C'est Tintin. Ah, c'est Tintin. Et en plus, il est puceau comme Tintin. Oui, il est puceau comme Tintin. Voilà. Soviet. Non, mais c'est c'est Tintin au pays des soviets. Oui. Non, mais ou alors c'est un effet coulé-chauffe, quoi. Enfin, c'est-à-dire, effectivement, il se passe des choses devant lui, mais lui, il est. En fait, on peut répondre qu'avec des noms russes, c'est ça. Ouais, c'est absolument. C'est un cocktail Molotov, quoi. Et d'ailleurs, la seule fois où en fait on voit autre chose dans son visage, c'est quand il a une preuve physique de les blessures de guerre du type qu'il va voir en prison. Oui. En fait, là, on voit son visage et il y a un truc qui bouge, mais c'est la seule fois, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, c'est les grands acteurs qui arrivent à seule fois dans un film. Je finis quand même sur la troisième partie, c'est que la scène dans la salle d'attente, puisque en fait, il se passe un truc qui s'est déjà passé dans la première, mais qui se rejoue parce que c'est le principe, c'est qu'il y a une espèce de tentative d'épuisement du personnage par les autorités. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que ça devient une tentative d'épuisement du spectateur aussi, et je trouvais pas ça nécessaire. C'est que il se retrouve dans une salle d'attente à attendre, et ce qui est très beau sur le papier, c'est que vraiment le sujet, c'est l'opiniâtreté absolue de ce petit procureur qui ne lâchera pas, sans être non plus un type qui va rentrer dans. Non, il fait vraiment la seule manière d'être opiniâtre dans un système comme ça, c'est d'attendre, et puis d'avoir les autres à l'usure en fait, c'est-à-dire de retourner le principe de l'usure de l'autre. Et c'est peut-être le motif de l'émission d'aujourd'hui, la salle d'attente, parce que du coup, on l'a dans les trois films. Bon, je te laisse. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Se faire chier, quoi, en attendant un rendez-vous. Ok. Et donc. Ouais, je t'ai tué là. Hein. Ah, bah, non, voilà. Et en fait, donc, on attend avec le personnage. Et il faut quand même, pour nos éditeurs, nos auditeurs, nos spectateurs maintenant, il faut quand même dire un truc, c'est que vous parlez de la lenteur et tout, et évidemment il y a un truc très lent dans le film, mais c'est pas une lenteur qui impliquerait des plans très longs, des longs silences, des machins, non, parce qu'en fait ça parle tout le temps, il y a tout le temps, voilà. Mais c'est une lenteur finalement dans le récit, parce que concrètement il ne se passe rien, et c'est le principe du film, et du coup c'est moins une lenteur qu'un surplace. Et ce surplace... je comprends bien l'idée qu'il faut que le spectateur ressente un peu la pénibilité de ce surplace pour qu'on ressente celle du personnage, mais il y a un moment, pitié que c'est chiant, quoi. Et est-ce qu'on est obligé ? En fait, est-ce qu'on est obligé ? Et là, je retrouve le côté un peu pas sadique, parce que c'est pas ça non plus, mais je suis pas certain qu'on soit obligé, pour faire ressentir au spectateur ce truc qu'en plus on a déjà très bien ressenti dans la première partie, qu'on soit obligé de le faire s'emmerder dans la salle d'attente. Moi j'ai rien à foutre. Dans 3 émissions YouTube, on est déjà devenu Durandal, quoi. On se fait chier, quoi, merde. Mais je trouve qu'on se fait pas tant chier que ça par ailleurs. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un truc sur les acteurs, parce que justement ça donne. On se fait pas tant chier. Évidemment, avec mais ça donne le temps. T'es fait chier, Théo, toi ? Ça donne un plaisir de l'acteur, c'est-à-dire qu'on les observe eux. C'est Tim Campari ici.
vie. Non, mais c'est-à-dire qu'on est suspendu à réellement qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qui se passe Mais on sait ce qu'ils vont à dire. l'intérieur. Pas Mais toujours. surtout que le personnage Ils du vont dire un procureur tel temps. général, il est hyper ambivalent, je trouve. Enfin, il n'est pas celui qu'on s'attend. Lequel, le le personnage procureur général, le type avec qui Oui. il parle à Moscou, en fait. Bah, en fait, il y a même une double détente parce qu'on Ouais. on se dit ah tiens, finalement, il n'est pas celui qu'on croit qu'il va être. Ouais. Et puis, Oui, bon. oui, au final, si, mais dans la dynamique de la scène, en fait, ça va un peu ailleurs que ce qu'on pouvait Oui, il est prévoir. intéressant lui, j'avoue. Et surtout, en fait, on est arrivé à ce type de façon, ça nous renseigne sur des trucs concrets. Alors après, c'est pas simplement de l'information, mais il y a un truc d'effroi que d'ailleurs Loznitsa dit, il constate que quand il y a une jeune femme dans le bureau, enfin, qui monte un escalier, qui fait tomber les documents par terre, et en fait, personne ne l'aide à ramasser ces documents, sauf lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il dit dans un spectacle, des gens qui ont vécu en Union soviétique savent très bien pourquoi. C'est qu'en fait, on n'a pas envie de laisser ses empreintes sur un document confidentiel. Et donc, lui, il fait l'erreur, entre guillemets, de l'aider, d'aller vers elle, ça. Et ça te raconte ce qu'est le totalitarisme. Et donc, on est avec lui dans ce sens-là. Et on est avec les autres aussi, je trouve, pour encore faire cette comparaison avec Wes Anderson, on n'est jamais loin des États-Unis. C'est quand même Et Rocky 4. ce qui me frustre, moi, dans les films de Wes Anderson, c'est que en fait, l'acteur est sacrifié. C'est le sacrifice constant de la poupée, l'acteur poupée qui disparaît au moment où je peux commencer à m'y attacher. Et là, en fait, le moindre haussement de sourcil devient un truc signifiant. Donc après, oui, bien sûr qu'il y a une part d'ennui, mais qui est, comme tu dis, mais qui n'est est pas l'ennui. désagréable, en fait, je trouve. Voilà, qui est l'ennui de l'espèce d'éternelle gueule de bois post-soviétique des films. Moi, je me suis dit ça, la des première films partie. roumains. Parce que la première partie, en fait, elle a un côté ennuyeux comme ça, mais je trouve que c'est tellement riche. Et je trouve juste que en fait, tu vois, le truc sur Wes Anderson, moi, la troisième partie me fait totalement penser à du Wes Anderson. La première, non. La première, on est plus, encore une fois, c'est pas du Bresson, mais on est plus dans ce registre-là. Et la troisième, effectivement, je Avec vois le les truc deux sous types dans le tatillesque à la train. Wes Anderson. Ça, c'est bien. Ça, j'aime Ouais. bien. Ouais, ça, c'est bien. Mais tu vois, je l'avais Comment il presque découpe oublié la dans les- saucisse et tout. Enfin, moi, Ah, la scène de la saucisse. Ah, c'est incroyable. Non, c'est bien, oui, c'est vrai. Bon, arrêtons là parce que je vous rappelle qu'on est quand même très généreusement financé par le Kremlin, donc n'allons pas trop lui chercher des noises. Le dernier film dont nous allons parler est aussi adapté d'un roman un peu connu, dont voici tout de suite un résumé musical. Non, bah laissez peser, désolé, c'était soit ça, soit je remettais un morceau de Jean-Pax Meffrey qui en a fait un certain nombre sur l'Algérie. Où se déroule donc Nostalgie. où se déroule donc, pour les ignares qui n'auraient pas lu le livre de Camus, l'intrigue de cette nouvelle adaptation, bien sous tout rapport, sans grand pas de côté, encore que, on va en discuter. Donc, Meursault, l'enterrement de maman, la plage, le procès, à ceci près qu'on a tout de même considérablement rajeuni la troupe par rapport au roman ou à la version Visconti. Benjamin Voisin dans le rôle principal, Rebecca Murder dans celui de son ami, Pierre Lautin de son voisin raciste, le tout dans une image sertie dans un noir et blanc de shooting Dior. Alors je vais poser la question inévitable, peut-être piégeuse. Comment Ozon justifie-t-il son adaptation ou place-t-il la modernisation du roman, si tant est qu'il y en ait une, Jérôme? Eh ben, c'est toute la question. Alors d'abord, je voudrais dire un truc. Moi, j'avais pas lu L'étranger de Camus, figure-toi, et je t'emmerde. Et donc, vraiment, reco à nos spectateurs, parce que c'est un très beau livre, en fait. Non, c'est vraiment très beau. Et donc, c'est hyper intéressant, cette question-là. Et moi, Ozon, c'est un type qui m'a toujours vraiment intéressé. J'ai même beaucoup d'estime pour lui, en fait, plus que pour ses films, parce qu'il n'y a pas un seul film, je pense que je sauverais vraiment. Ah, Et il a- j'étais sûr que le respect clash allait arriver assez vite. Non, c'est deux choses différentes. l'adore, il fait que Non, de la non, merde, non, ouais, j'ai vraiment de l'estime pour un truc qui, pour moi, vraiment a une forme de noblesse dans le sérieux avec lequel il considère sa place, qui est assez unique aujourd'hui. C'est presque le dernier à représenter vraiment ce qu'on appelait à une époque le cinéma du milieu, c'est-à-dire être capable de le faire, mais à la limite, c'est pas le seul, mais c'est le seul qui construit une œuvre comme ça. C'est-à-dire métronomiquement, parce qu'il est quand même très prolifique. Tous les ans, tous les 2 ans, il y a un film de François Ozon, avec l'idée à chaque fois qui est toujours charmante chez lui, que c'est presque toujours un prototype, quoi. À chaque fois, c'est un nouveau style, c'est bon. Je te trouve dur avec le noir et blanc, parce que moi, l'affiche me foutait la... Enfin, j'ai un petit désordre un petit désordre gastrique devant l'affiche. Ouais. Trop de le- détails, mais ok. oui, j'ai voulu contourner le mot, j'aurais pas dû. La bande-annonce, machin, en fait, je trouve assez beau son noir et blanc. Et je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment... Alors, c'est toujours le truc avec Ozon, c'est que vraiment, il va des moments d'un mauvais goût, mais absolument irréel, à des choses assez élégantes. Bref, alors, pour répondre à ta question, ce qu'il s'était mis en tête, moi, ça me faisait un peu peur sur le principe, parce que réécrire les livres en fonction du goût sociologique et politique du jour, je trouve que c'est jamais une très bonne idée. En gros, ce qu'il veut faire, c'est... Il part du principe, et là-dessus, je trouve qu'il a raison, on ne peut pas raconter
l'étranger aujourd'hui, le raconter à qui? Le raconter à un public populaire, le raconter, parce que ça c'est couru d'avance, aux lycéens. Moi quand j'ai acheté le livre, il y avait déjà la gueule de Benjamin Voisin dessus, et c'est ce que vont lire les lycéens pour leur bac et machin. Donc les lycéens vont voir ça. Osons part du principe, on peut pas raconter entièrement l'histoire de la même manière, c'est-à-dire entièrement du point de vue de Meursault, dans une Algérie dont on ne rappellerait pas que c'est une colonie violente, etc. Et en gros sans s'intéresser un tout petit peu aux Arabes. Donc j'étais d'accord avec lui sur le principe. Le film commence. Et alors là, moi, j'ai très peur direct parce que je commence sur un fou rire, c'est-à-dire le logo de la Gaumont de l'époque, des actualités télévisées, machin, et c'est OSS 117, quoi. Et je me dis, putain, mais Décidément. Alors, c'est le truc c'est genre du jardin, c'est voilà. Et en fait, et juste après, et ça c'est typique de mon rapport à Ozon, en tout cas de ce que je pense d'Ozon, c'est que chaque fois que je me dis tiens il est con, en fait je me dis non il est pas con du tout, il est plutôt assez fin. C'est qu'en fait le moment d'actualité qu'il refait, je pense pas que ce soit les images d'époque, en tout cas c'est confondant de réalisme de ce point de vue-là, c'est que je trouve ça très juste parce que c'est une manière finalement de résoudre la question assez vite, enfin une partie de la question, c'est-à-dire de rappeler ce que c'était, et il suffit en fait de mettre les images d'époque et le ton de l'époque pour comprendre ce que c'était qu'un système colonial, et ensuite il peut commencer son histoire. Et finalement, ce truc de donner une place aux Algériens, donner une place aux Arabes, d'ailleurs c'est un truc tout bête, mais c'est là où il fait pas n'importe quoi non plus, c'est qu'on continue à entendre le mot arabe dans le film, alors que lui-même est chargé de, vous voyez, j'ai tué un arabe, c'est n'importe lequel. Et le film le dit bien, ça, grâce au personnage de la sœur de celui qui est mort, et ça c'est une invention par rapport au livre de Camus, il lui donne une sœur qui a un rôle, en tout cas qui représente vraiment une conscience, qui est la conscience des Algériens victimes de la colonisation. Je trouve qu'il de ça, il se tire plutôt bien. Pareil sur la question d'un truc masculiniste qui serait insupportable aujourd'hui. Là aussi, j'ai eu peur parce qu'il y a un moment où il souligne un peu trop le fait que Marie, donc tout le monde a lu le livre, hein, je pense. Marie, maintenant tu l'as lu. Voilà, le personnage, donc l'amante de Meursault. Il y a un moment où on la voit effarée, sans raconter le livre, mais du fait que le voisin d'en face, et qui est l'ami de Meursault, tape sur sa mignonne, parce que c'est pas vraiment son amoureuse, algérienne. C'est même, oui, c'est son proxénète. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, parce que vraiment, il insiste trop sur l'effarement. Je veux dire, il n'y a aucune raison que cette femme, dans ces années-là, soit effarée devant un type qui tape une femme. Et en fait, et c'est pareil, c'est vite oublié. Et après, tu te rends compte qu'en fait, parce que moi, je me disais, mais quand il va aller à la mer, hein, on va se taper la scène où elle va dire, ah non, je vais pas à la mer avec lui, c'est un batteur de femmes. Non, elle s'en fout, elle va à la mer avec lui. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je le trouve étonnamment habile sur son projet, qui prend très au sérieux et qui est, encore une fois, on ne pourrait pas raconter telle quelle l'histoire, etc. Donc là, il m'épate. Et je trouve ça très bien pour les lycéens qui vont voir le film et tout ça, parce qu'il ne ment pas sur la marchandise, sur ce qu'était le roman de Camus. On retrouve quand même un truc du roman. Et à la fois, il explique pour qu'on comprenne, pour que les gamins comprennent. Mais ça l'oblige à faire un truc, c'est que on est désolidarisé du personnage de Meursault. Alors qu'évidemment, tout ce qui est fort dans le bouquin de Camus, c'est qu'on est dans la tête de Meursault et que c'est pas forcément très agréable. Et là, ça veut dire quoi? Là, il bute sur deux écueils. Le premier, c'est qu'il lui fallait un bon acteur et que, pardon, mais c'est sûrement un chic type, ce Benjamin Voisin, mais c'est une catastrophe. Il est nullissime. La plupart des acteurs sont nuls dans le film d'ailleurs, et c'est pas qu'une question de talent d'acteur, c'est une question de direction aussi. Et que, du coup, il est très loin de nous, et ça produit un autre truc qui est une contradiction avec le livre. Alors, c'est pas forcément grave, mais du coup, pourquoi adapter ce livre-là? C'est que là où ça change tout, c'est que du coup, le personnage devient un psychopathe. Et ça change absolument tout, parce que jusqu'à la fin du film, on se dit tiens, quel drôle de personnage, parce qu'il est loin de nous et c'est une espèce de cas clinique comme ça, mais c'était absolument pas le principe du livre. Parce qu'effectivement, je pense qu'il s'est retrouvé un peu comme un con face au fait que L'étranger, à la base, c'est un film sur une espèce d'indifférent philosophique, un cynique nihiliste. C'est un livre. Voilà, je sais, voilà. Et en fait, étrangement, le fait la dimension raciale du livre, de l'adaptation de Visconti, elle est importante, mais elle reste Mais il n'y contextuelle. en a pas. Il n'y a pas de dimension raciale, parce qu'il n'y a pas de conscience de ça, en fait. C'est un élément contextuel fort, mais contextuel. Et en fait, je pense qu'il a voulu adapter le film, et moi j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé un peu comme un con à se dire attends, mais en fait non, je ne peux pas faire un film sur un mec Mais qui ça, tue un arabe je trouve qu'il y a bien réfléchi. sans articuler ça, et j'ai l'impression qu'il est un peu comme une poule devant un couteau face à cette question-là. Non, je pense que ça a été. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que ça a été sa première question. Et je sais même pas ce qui s'est passé d'ailleurs, mais à mon avis, ça sent plus le fait qu'il a voulu réadapter ce livre précisément en se demandant si c'était possible de pas de corriger, parce que justement c'est pas ce qu'il fait, mais de raconter encore cette histoire aujourd'hui en prenant en charge
prenant nécessairement en charge ces questions-là. Mais sauf qu'il a le regard sur les personnages arabes, qui d'ailleurs n'en sont pas vraiment, parce qu'ils sont à peine parlants. Il a le regard de Meursault. Ça n'empêche Moi, pas j'ai qu'il vraiment- les regarde, c'est ceux qui regardent le mieux et c'est les meilleures scènes. Mais il a le regard de Meursault, c'est-à-dire que c'est une altérité absolument infranchissable. Qu'est-ce qu'il leur Non, offre? pas d'accord. Bon, une tombe, parce qu'effectivement, il y a une scène d'enterrement qui était peut-être pas dans le livre. Tu as eu plus récemment. Non, mais il y a une récemment, scène, tu vois. en fait c'est tout bête, mais il y a Ouais. des scènes, pardon pour encore la parole, mais il y a des scènes qui sont catastrophiques. La scène, par exemple, la scène de l'enterrement de la mère, c'est une catastrophe parce que tout est souligné et tout ce qui se rapproche des moments, des épisodes du livre, c'est une catastrophe. En revanche, juste avant la scène avec le cercueil de la mère, je trouve ça très beau. Il y a une scène, moi, qui m'a frappé, qui pour moi est la plus belle, et c'est une scène où on regarde les Algériens, justement. C'est la scène du parloir collectif à la fin dans la prison. Et là, il y a un tout petit moment suspendu avant qu'on se réintéresse à Marceau. En fait, il vient parce qu'il veut parler à Marie, enfin, c'est Marie qui veut parler avec lui, il s'en fout. Et là, c'est un parloir collectif. Et en fait, il y a deux très beaux plans qui longent un tout petit peu ça, où on voit tous les types algériens incarcérés et de l'autre côté, toutes les femmes ou les mamans qui sont là pour leur parler. Et en fait, je trouve que dans ce plan collectif où il n'y a pas de personnages algériens, où il n'y a que des visages, etc., et ben en fait, osons les regarder mieux, eux, qu'ils ne regardent ces acteurs français avec leur tête de porte-manteau pendant tout le film. Bon, on vous entend pas là. Mais moi, je me pose une question parce que j'ai la sensation qu'on peut pas complètement jouer sur les deux tableaux à la fois, parce que j'ai l'impression que le film embrasse le point de vue de Meursault quand même, donc présente son déni, et à la fois fait des notes de bas de page pour nous rappeler que, en fait, C'est et ça. c'est un, Oui, c'est c'est un peu ça, la c'est ça. sensation que j'ai Oui, je suis de d'accord. quelques petits points comme ça, quelques petits symboles qui font, mais qui d'ailleurs ne font pas système en fait, vraiment, mais juste sont là pour nous rappeler, ah oui, quand même, et on Ouais, il y a une embrasse. conscience. Et moi, il y a des Regardez, trucs j'ai que une je conscience, c'est comprends pas important. dans le personnage, c'est quand il est avec son pote et avec sa meuf. Et en fait, les scènes, par exemple, où ils couchent ensemble, il y a quand même un truc où c'est extrêmement conventionnel et on veut nous présenter quelqu'un qui est prétendument détaché vis-à-vis de la norme et des conventions, mais qui en fait a aucun souci à manger du boudin avec son pote et coucher avec sa meuf. En fait, c'est un peu un truc où le personnage le comprend pas non plus complètement. Et j'ai un peu la sensation que le film est un peu contradictoire vis-à-vis du livre. Mais c'est aussi peut-être parce qu'on passe d'un monologue intérieur à une vue qui n'est pas, justement, qui est extérieure. Le moment dans le tribunal, Catastrophe, ça. c'est abominable parce qu'en fait, le personnage est un peu pardonné à l'endroit où en fait il serait hors société. Donc, on a de l'empathie pour lui à ce moment-là, mais alors même que ce type est un produit de la société. Enfin, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est genre un peu si on faisait ce film aujourd'hui, en fait, Meursault, ce serait un incel, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui se pense Ouais. la victime d'un système alors qu'il est le produit du système, en fait. Sauf qu'il revendique rien. Il Mais- revendique rien, mais c'est vrai. mais du coup, il y a une espèce d'ambivalence qui aurait été intéressante de regarder pour ce qu'elle est, parce que du coup, il est aussi la victime parfaite pour mettre toutes les fautes de l'État français. Donc, c'est intéressant parce que c'est ambivalent, mais je trouve que le film ne regarde pas ça et est trop occupé aussi à fétichiser le corps de son acteur, en fait. Bah, Non, c'est mais ça, là-dessus, il y a un ça, truc rigolo quand même. trop Oui, oui, non, C'est mais, que, enfin, à un moment, Ozon suggère, bon, qui est pas de malentendu, je trouve le Ouais, film, ouais. c'est une foirade, le film, c'est Ouais. vraiment pas bien, mais j'ai juste On aurait dû fait- croire au début que tu l'aimais. Hein. Non, mais effectivement, c'est comme tu dis, c'est des notes de bas de page, et je trouve juste que, quitte à faire ces notes de bas de page, je trouve qu'il s'en tire avec une certaine finesse là-dessus. Donc, juste 2 mots avant de te laisser la parole, c'est sur le truc de, il est fasciné par le corps, etc. Moi, il y a un truc qui m'amuse quand même à un moment, et on sent que c'est presque un peu le easter egg, il le met là comme ça, et je sais pas si tout le monde le voit, Les scènes, mais la scène où il le tue, oui, les scènes. il y a quand même un truc dans la scène qui suggère Ouais. qu'en fait, il le tue par homosexualité Ouais, bien sûr, cassoulet, bien quoi. sûr. absolument. Non, Et, mais- Bien sûr. et il y revient pas, mais Ouais, c'est bon. ouais, ouais. Mais pourquoi pas? Le film était là, en fait. C'est-à-dire qu'il y, Oui. il y avait presque un film à faire là qu'il ne fait pas, mais par ailleurs, moi j'ai vraiment l'impression de voir sur toute la ligne, tu parles de fétichisation, moi j'ai l'impression de voir un film pop fait dans le dos du bouquin de Camus, et que cette espèce de forme qui effectivement est pas dégueulasse, c'est-à-dire que même du point de vue du responsable technique de la Fémis ou de l'ESSEC, salut, on Mon les prof, embrasse. probablement. Vous les embrasserez. C'est plutôt une réussite. Mais par contre, cette espèce de manière de déréaliser pour érotiser, lui, il est effectivement Oui. érotisé, mais pas que lui. Évidemment, la victime est érotisée, même le couteau à ce moment-là, mais avec cette espèce il y a le reflet qui l'aveugle, mais là, c'est vraiment la pub Lancôme, quoi. On dirait c'est la dent de Julia Roberts dans une pub Lancôme qui brille, quoi. Ça fait ça éblouit. Mais elle est tellement queer, la cette scène est espèce tellement de- queer que c'est drôle, quoi. Le problème de ça, c'est que le roman de Camus, c'est effectivement un mélange de dépression,
d'ivresse littérale, parce qu'il boit beaucoup de vin, il le précise dans le roman, mais on sait dans le film, et puis et de canicule qui fait qu'à un moment donné, il y a une surchauffe qui crée un vertige, et ce vertige-là, il est existentiel, philosophique et politique, il y a tout qui est ramassé comme ça. Et là, en fait, cette espèce d'érotisation des surfaces, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il parle de cette espèce de chaleur qui devient presque un motif pour justifier son acte. Il avait trop chaud, voilà, enfin, les trucs assez consternants. Et le film est exempt presque de sueur, quoi. Enfin, il y a vraiment l'idée comme ça on va creuser, mais au sens de rendre creux les personnages. Et cette scène où à la fois lui est érotisé, le tueur, Meursault, et sa victime, on se dit, mais... là, ça devient intéressant. Ouais. Ça devient intéressant parce que le film, s'il est politique, il pourrait l'être par cet endroit-là, qui est la réification aussi du corps arabe, dominé par les Français. Et que le film pourrait prendre cette direction, mais non, la politique après elle est prise en charge de manière presque par tiroir, c'est-à-dire qu'il y a la scène de la sœur en fait qui vient se recueillir, il y a qui vient dire, même il lui met dans la bouche les mots au tribunal où elle dit on en a rien à foutre, il prend toute la place, exactement, et ça suffit à pardonner le film pour effectivement donner toute la place à... Et le film, du coup, fait ce qui dénonce, c'est-à-dire qu'il met les personnages arabes sur le côté. Et à la fin, ils s'en tirent avec le cercueil, et ça, c'est vrai. Et absolument. Et puis, par ailleurs, là, c'est pareil pour la religion. Il y a le moment religieux avec Swan Arlo, pardon pour le spoil, mais qui arrive et qui prend en charge toute la dimension... tout le monde va être très déçu, je pense. Qui prend en charge toute la dimension religieuse du film. Et donc ça donne une espèce de film pop à tiroir qui est moins l'adaptation de Camus que l'adaptation en fait de la chanson pop de The Cure qui est Killing an Arab, qui d'ailleurs il la met à la fin pour dire voilà, on est dans la popisation des choses, et ça, pour moi ça n'a aucun sens. Mais d'ailleurs, tu préfères la Russie, toi. J'ai parlé en intro de l'âge des acteurs. Je trouve que mine de rien c'est un problème quand même. On arrête de prendre des libertés par rapport à un roman, mais la question c'est pour quelle raison on les prend ces libertés-là. Et là c'est pour faire entrer le cinéma dans le mannequinat. D'ailleurs il y est déjà complètement entré. Il y a un truc qui est absolument ridicule. Les Dupont là. Pardon. Allez vas-y, parce que c'est pile d'éditorial. Il y a un truc qui est vraiment ridicule, c'est la scène au bain, la première fois qu'on le voit au bain, donc au bord de la mer. On le voit sortir de l'eau, lui, et on le voit sortir de l'eau avec, donc c'est l'acteur, mais avec des pectoraux néo-naissent, vraiment, mais vraiment la musculature d'aujourd'hui. C'est un type qui est sur les machines toute la journée. Et genre, que Meursault soit musclé, pourquoi pas? Mais c'est vraiment pas du tout les muscles d'un type en Algérie dans les années 50. C'est vraiment le type qui sort de sa salle de sport. Comme disait Laura tout à l'heure, enfin, il y a des choses qui heurtent sa supposée position philosophique à l'image. Et en fait, effectivement, a priori, je pense que Camus ne pouvait pas avoir écrit Meursault et imaginer qu'il faisait un régime en déficit de calories et des séances haut du corps. Et enfin, voilà quoi. C'est un peu particulier. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit une prééminence du végétariat sur les films. C'est-à-dire que le végétariat a pris la place par-dessus. Et en fait, notre végétarien français est merdique aussi. Et le végétarien français est merdique. Et les films sont son véhicule et non l'inverse. Parce que ça serait une adaptation hollywoodienne avec Gary Cooper qui sortirait avec ses pecs et tout. Ça aurait pu être un mauvais film, mais ça pourrait être un bon film. Là, on a quand même, comme tu dis, notre végétariat est quand même navrant, quoi. Ça fait pas envie. On voit arriver à un moment donné Denis Lavant, qui est déjà au-dessus de la mêlée, je trouve, en termes de jeu. Qui est la caution moche du film. Enfin. Et qui en fait a... Pardon. Non, mais qui amène un truc où justement, je parlais de rendre les choses pop et de les déréaliser. Et là, bon, c'est pas pour réduire Denis Lavant, mais on est un peu obligé à Carax. Enfin, forcément, on y pense, quoi. Et on se dit, pourquoi pas aller dans cette direction-là, c'est-à-dire faire un film qui soit complètement, je veux dire, presque en dehors du cerveau de Meursault. Mais ça, c'est une énorme trahison. Pas hygiéniste, en fait, parce que le fait que ce soit le seul personnage dégueulasse, moi, quand je vois son pote raciste, mais qui, en fait, est quand même un peu dans le bon sens, parce qu'il aime pas les flics, qu'il aime pas la justice, il y a un peu un truc de la bonhomie du personnage qui, en fait, me heurte. Parce qu'il reste classe, et qui en fait correspond physiquement à genre les lecteurs FN actuels en fait. Mais c'est ça qui est en quête de respectabilité. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, le film a un côté comme ça de bien rangé. Il est bien rangé, bien ordonné. Il y a un tiroir. Il peut plaire aussi à tout le monde. Un tiroir religion, un tiroir décolonisation, colonisation, un tiroir arabe, un tiroir. Enfin, c'est un truc voilà, c'est une trahison par rapport à l'espèce de flux de conscience qui faisait absolument tout rentrer dans le. Mais c'est là où je défends moins le film qu'Ozo encore une fois. C'est je trouve que de toute façon à l'endroit où il peut difficilement faire autre chose.
Et de toute façon, tout ce que vous décrivez là, c'est le cahier des charges de ce cinéma populaire français aujourd'hui, dont le niveau est catastrophique. Et voilà. Je pense qu'Ozo, on est un peu conscient quand même. Je pense pas qu'il se force non plus parce qu'on voit qu'il s'amuse à faire ses films, mais je pense qu'il fait du mieux qu'il peut à cet endroit où il peut faire rien d'autre que ça. Et je trouve que ce qu'il fait dans Il n'est pas obligé de le faire, hein, cela dit. il n'est pas obligé, mais enfin, il a le droit d'avoir envie Oui, d'être le un film cinéaste à existe, on en succès, parle, machin, oui. voilà. Et je trouve que ça pourrait être, voilà, c'est ça ma défense du film, ça pourrait être pire. Mais sur le début du film, je trouve que ça marche assez bien parce que déjà, il est tout seul. Enfin, il n'y a pas ces autres stars. Et en fait, tout est ellipsé. Donc, on est de façon assez proche de la perception un peu humaine on voit quelque chose, on n'est pas sûr de ce qu'on a vu et en fait, on passe à autre chose. Oui. Et je trouve que le début du film À part qu'il n'est pas magnétique, lui, malheureusement. Oui, C'est ça mais aussi. le début du film tient pas mal par rapport à ça, en fait. Parce qu'il n'y a aussi pas de discours à cet endroit-là, ou pas encore, en fait. Donc moi, pour le coup, je sauverais ça. La première demi-heure. Bon, et ben maintenant qu'on a sauvé, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Laura d'être venue. Alors, gauche, droite. Pardon. Bah, on avait dit qu'on disait à la fin de l'émission. Ouais. Gauche, droite, quoi. Ouais, si Laura Mon était bord gauche ou politique. droite. Ouais. Ah, alors Bah, le mieux, c'est Ah, qu'on mais n'arrive pas- le mieux, c'est qu'on n'arrive pas à savoir. C'est bon signe. Ça veut dire que tu pourrais être. On va te faire écouter Jean Pax. Voilà. Ouais, c'est ça, il faut écouter Jean Pax. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous soutenir sur Ko-fi si vous le pouvez. On vous salue et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.